Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le rendez-vous des TPE-PME et associations de Nouvelle-Aquitaine autour d'un sujet sur la crise sanitaire et notamment donc la 5e vague pour partager avec vous des situations, répondre à vos questions sur le remboursement du PGE, sur le chômage partiel, sur le FNE formation, donc toutes vos questions à l'aube de la 5e vague. Pour partager ces réponses, ces questions, nous avons donc autour de l'écran donc Pascal Aprédéris, qui est directeur régional de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, donc ex-direct Nouvelle-Aquitaine, direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Nous avons Jean-Yves Dupuis, président du comité des banques de la Fédération bancaire française de Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons Laurent Barthélémy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Nouvelle-Aquitaine, donc l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Ce rendez-vous est co-organisé avec la CPME Nouvelle-Aquitaine, CPME Gironde et l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Et donc, j'aurai l'occasion d'animer, je suis Frédéric Petit, d'animer ce débat pendant 45 à 50 minutes. Ce que je vous propose, messieurs, c'est que vous nous donniez un petit peu un état de la situation aujourd'hui, de ce qui se partage, de votre sentiment pour les prochaines semaines. Et on va peut-être commencer par les services de l'État, par M. Aprédéris, s'il vous plaît. Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est difficile d'être synthétique en la matière. Ce que je dirais quand même, c'est que depuis, parce qu'on parle de chômage partiel, etc., donc de mesures qu'on a bien connues pendant de longs mois en 2021 et en 2020, c'est que depuis le 1er septembre, on est revenu un peu au système initial, basique, qui est celui d'un remboursement, d'un reste à charge, on va dire, de l'employeur de l'ordre de 40%, sauf cas particulier des secteurs qui avaient une baisse importante du chiffre d'affaires. Donc on était sur un système où le chômage partiel redevenait un peu un système classique, et seul donc l'APLD, donc l'allocation partielle de longue durée, restait un peu sur on va dire, dans l'idée d'une sortie de crise. Donc la PLD qui concerne 50 000 salariés quand même dans cette région, donc c'est pas négligeable. Je rappelle simplement que le chômage partiel, c'est 2 milliards 200 000 euros dans cette région pour plus d'1 million de salariés. C'est ça. Donc évidemment, au cours depuis septembre, on va dire, on est sur des rythmes beaucoup plus classiques. Alors c'est vrai qu'avec la question des discothèques récemment, pour lesquelles on retombe dans un système de fermeture administrative, bon là évidemment on va retrouver le système de chômage partiel à coût zéro pour l'employeur, donc à savoir 70% de maintien de rémunération pour le salarié, donc du brut, et puis zéro reste à charge pour l'employeur. Bon, on espère que ça va en rester là, évidemment. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'en termes de dynamisme économique, mais c'est pas un scoop, on a retrouvé le niveau d'avant-crise dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Le niveau de chômage est maintenant, pour les jeunes, est en dessous du niveau qu'on a connu en 2019. Donc, ça veut dire que la reprise est arrivée très vite, et tant mieux, donc plus vite qu'on ne le pensait. Si on regarde l'emploi salarié de l'INSEE, juste sans faire trop de chiffres, mais à la fin juin 2021, on avait déjà 25 000 salariés de plus qu'au meilleur moment de l'année 2019. Donc, le point le plus haut d'avant-crise est dépassé, a été dépassé en fin juin 2021. Donc, ça veut dire que 25 000 salariés de plus dans cette région ont trouvé un emploi. Donc, voilà. Donc, l'idée qui est de dire on a des milliers de personnes qui restent demandeurs d'emploi parce que elles ont la crainte de ci, de ça. C'est pas tellement ce qu'on constate. Simplement, la population active de cette région augmentant, de fait, voilà, l'effet sur le chômage se fait sentir moins rapidement, mais on est quand même assez confiant pour que pour cette fin d'année, on passe en dessous des 7% de taux de chômage dans cette région, ce qui serait là aussi un taux qu'on n'a jamais atteint. Donc tout ça, c'est sous réserve, évidemment sous réserve que l'Omicron, je ne sais pas comment on dit, ne déstabilise pas trop les choses. Bon, ce que je pourrais dire quand même, c'est qu'on a appris maintenant à vivre
malgré tout, l'économie a appris à vivre dans un contexte perturbé. On a un niveau de vaccination qui est quand même très élevé dans cette région. On est quelques points au-dessus de ce qui se fait au niveau national. On a 25% de la population qui a maintenant les trois doses. Donc, en tout cas, ce que dit l'ARS, c'est que évidemment la priorité maintenant, c'est de vacciner le plus vite possible, et accélérer peut-être la 3e dose. Tout ça pour éviter qu'on arrive à des mesures coercitives. Donc, ce qui est à peu près certain quand même, c'est que le télétravail, l'incitation au télétravail, elle va être répétée, je dirais, avec de plus en plus d'incitation et de force. Pour l'instant, on parlait d'un objectif de 3 jours pour les tâches qui sont télétravaillables, évidemment. Celles qui ne le sont pas, elles ne le sont pas. Mais quand on peut télétravailler, je crois que là, il y aura plus qu'une incitation en janvier pour quasiment imposer le télétravail dès que c'est possible. Je crois que ça on n'y coupera pas. Et pour le reste, je pense, la tendance est de rester un peu sur ce qu'on a connu ces derniers mois, c'est-à-dire que entraver le moins possible la marge de l'économie. Alors, il y a la question des écoles, les écoles fermées. Mais là aussi, les réponses elles sont venues au fil de l'eau. Donc, ça reste un cas de recours à l'activité partielle, quand une école est fermée ou quand un élève est cas contact. Donc, ça, c'est des choses qui fonctionnent. Bon, évidemment, s'il y a un emballement extrême de la pandémie, etc., les choses peuvent changer. Ce qu'on dit, moi je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, le variant Omicron est 10 fois plus contagieux que la souche initiale, 3 fois plus que la souche Delta. Par contre, sur la gravité, on n'a pas tellement de recul, évidemment. Mais même s'il était moins grave, comme certains le laissent entendre, le fait qu'il soit bien plus contagieux, voilà, ça revient un peu au même. Donc, en tout cas, quand on regarde ce qui se passe dans les pays européens autour de nous, ça incite forcément à la prudence, parce qu'on voit bien que il y a des pays qui ont pris des mesures assez drastiques, donc Pays-Bas, Autriche, etc. Voilà, mais je pense qu'on a aussi appris quand même depuis plusieurs mois maintenant à vivre dans ce contexte-là. Et donc moi, de mon point de vue, ce qui va changer à coup sûr, c'est le télétravail. Je pense que la ministre du Travail va demander à ce qu'il y ait un degré d'exigence qui se rapprochera d'une obligation, télétravail pour les tâches télétravaillables. Et pour le reste, on va essayer, je pense que tout le monde fera le maximum pour que ça n'aille pas plus loin que ça et qu'on n'aille pas vers des confinements, des couvre-feux, etc., des choses qui sont des mauvais souvenirs pour tout le monde. Mais bon, ça n'engage que moi, ce que je vous dis là, mais l'incertitude demeure, il faut bien le dire, l'incertitude demeure. Mais en tout cas, on a des armes pour réagir face à l'incertitude. Ça aussi, je pense qu'au fil des mois qui se sont passés, on a quand même apporté cette preuve-là que on savait s'adapter, les mesures étaient adaptées aussi, les pouvoirs publics s'adaptaient rapidement à l'évolution des situations. Voilà, sans être trop long, ce que je pouvais vous dire. Merci, monsieur Frédéric. Alors, j'ai manqué à mes obligations de pédagogie pour la plateforme. Je rappelle donc à toutes les personnes connectées que vous retrouverez donc en bas de votre écran à droite 3 petits icônes, un icône sur les sondages, donc on publiera des sondages de manière régulière, donc je vous invite à les regarder. Le dernier, donc le chat pour saluer les personnes que vous pouvez reconnaître, et surtout celui du milieu, celui des questions. Donc là, vous pouvez poser vos questions, elles seront affichées. Elles sont affichées par ordre d'importance, donc vous retrouvez sur le côté de la question une petite flèche vers le haut, vous cliquez dessus, donc vous votez pour cette question. Je fais monter les questions par importance, donc voilà, n'hésitez pas à rebalayer rapidement les questions pour éviter de ressaisir un même questionnement. Voilà, je me suis repris, pardonnez-moi. Donc, je vais transmettre la parole à Jean-Yves Dupuis pour, pareil, un petit état des lieux de ce que vous avez dans votre secteur bancaire, enfin, ce qu'il y a dans les secteurs bancaires. Bien, merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous tous cet après-midi.
J'ai compris qu'il y avait pas mal de questions autour des taux, autour du PGE, les taux aussi, et puis peut-être la capacité à rembourser. Donc peut-être en introduction, j'aurais vous dire quelques mots sur notre anticipation sur les taux. Alors encore une fois, sans être devin, hein, si on savait exactement ce qui allait se passer, on ne serait pas là, mais peut-être en explicitant un peu comme l'a fait M. Frédéric sur quel type de scénario on se pose pour imaginer les taux de demain. Alors, effectivement, et ça a été dit déjà, notre anticipation, c'est que il peut y avoir effectivement un variant Omicron et puis probablement des suivants, mais on parie sur le fait qu'il n'y aura pas de confinement, en tout cas à court terme et au cours de l'année 2022. C'est une hypothèse de travail, évidemment, j'espère qu'elle sera confirmée. Ensuite, ce qui est important que vous sachiez, c'est que, bon, bah, effectivement, vous l'avez vu, ça a été dit plein de fois, puis c'est repris par la presse, on est sur une nette reprise économique en 2021, pratiquement dans toutes les parties du monde. Sur la partie France, c'est des reprises de croissance autour de 5,5, peut-être même 6%, enfin, on verra bien. Et en tout cas, on est effectivement à aujourd'hui au niveau de PIB, au niveau finalement de richesse économique générée, qui est celui de fin 2019, avant finalement l'arrivée du Covid. Donc ça a été un retour à meilleure fortune beaucoup plus rapide que ce qu'on avait imaginé. Qu'est-ce qui soutient tout ça? C'est la bonne dynamique de la consommation hein, de la plupart des agents économiques et notamment des ménages, notamment la consommation de services. Mais à chaque fois, il y a un petit mais qui vient dire que ça sera peut-être pas aussi brillant que ce qu'on imaginait, malgré effectivement un taux d'épargne du revenu brut des ménages à 15%, ce qui est pratiquement le niveau d'épargne avant Covid. Donc on voit bien que les ménages ont pris vraiment le choc de la crise et se mettent à réépargner beaucoup, peut-être en prévision de l'avenir. Le deuxième point qui soutient la croissance, c'est l'investissement. Je sais qu'il y a plein de chefs d'entreprise autour de moi avec beaucoup de restockage. Hein. On a été très prudent pendant les premiers confinements et là on restocke beaucoup et compte tenu de l'arrêt d'un certain nombre de zones géographiques dans le monde en termes de production, compte tenu des difficultés de transport, notamment maritime, etc., et puis aérien, ces investissements liés au restockage sont en train de toucher une espèce de limite et vous le vivez au moins dans une entreprise sur deux, on a des problèmes effectivement d'approvisionnement. Tout ça fait donc une reprise forte, des pressions sur l'approvisionnement, des pressions sur les coûts de transport, et du coup, ça fait en France en tout cas une inflation qui va se promener probablement autour de 3,5% sur 2021, ce qui est très au-dessus de ce que les banques centrales et notamment la BCE apprécient. Hein. Vous savez qu'il y a une espèce de cap à 2%, il faut ne pas être trop en dessous, mais pas être trop au-dessus. Et donc là, avec 3,5 en 2021, on se dit, oups, va peut-être y avoir un tour de vis. Alors, a priori, c'est plutôt non, parce que le consensus est que cette inflation, elle est vraiment très temporaire, elle est liée à cette tension effectivement sur les approvisionnements, et elle est surtout importée par les prix de l'énergie du transport. Donc, a priori, pas d'anticipation de gros tours de vis économiques et notamment par les taux. Le scénario qui est privilégié après cette nette reprise en 2021, c'est ce qu'on appelle un scénario en aile d'oiseau, c'est-à-dire vous voyez bien le V du corps de l'oiseau et puis après une croissance plus modérée en fait sur les prochaines années et du coup avec moins de demandes et notamment d'investissement, donc probablement tout ce qui est, je ne sais pas ce qui nous manque aujourd'hui, les semi-conducteurs, etc., un petit apaisement sur les tensions, probablement du coup sur les prix et probablement du coup une inflation qui reviendra fin 2022 autour des 2% qui sont souhaités par la BCE. Voilà. Et côté croissance en France, par exemple, après le 5,5 de cette année, on imagine plutôt quelque chose de mesuré à 3,5 en 2022, puis 3% en 2023, et on reviendrait même en dessous des 2% sur 2024. Donc, vous voyez que on imagine effectivement que 2021 aura été l'année de grosses reprises, mais qu'ensuite, ça va être beaucoup plus mesuré, ce qui devrait calmer l'inflation, calmer les tensions sur les approvisionnements. Donc, du coup, face à ce scénario
plutôt raisonnable. Après, j'espère qu'il est central et qu'il sera réalisé. Mais la stratégie de la BCE, ça va être de moins envoyer effectivement de l'argent dans l'économie pour que les banques prêtent, pour que les entreprises investissent. Donc là, il y en a un petit peu moins besoin. Mais à l'inverse, il n'y a pas besoin non plus de remonter brutalement les taux pour calmer ce qui pourrait être une surchauffe de l'économie. Donc, et vous avez peut-être entendu Christine Lagarde, la présidente de la BCE, le dire, elle s'attend sur les prochains mois à plutôt une stabilité des taux. Voilà, des taux court terme en tout cas très stables, probablement courant 2022, et puis éventuellement une légère remontée des taux à moyen terme, mais vraiment de façon très très lente et très très souple pour ne pas briser une reprise économique qui est pas aussi forte que ce qu'on aurait pu lire dans les journaux il y a encore 6 mois. Donc, à mon sens, pas de panique sur les taux. Il n'y a pas d'effet qui amènerait à une grosse remontée des taux. Et aux États-Unis, qui est l'autre grand point de la planète qui pourrait faire bouger les choses, c'est vrai qu'ils ont aussi une très forte inflation cette année. Aux États-Unis, ils ont plus de 5%. Mais ils prévoient aussi, parce qu'ils sont très sensibles au secteur de l'énergie, mais ils prévoient également un retour vers 2,5% d'inflation l'an prochain. Donc, ils vont effectivement probablement remonter leur taux. Aujourd'hui, schématiquement, le taux directeur, il est à plus 0,1. On l'imagine à la fin de l'année à plus 0,9. Donc, ça peut paraître beaucoup. C'est peut-être 9 fois plus, mais ça reste en dessous de 1%. Et donc, ni en Europe, ni aux États-Unis, on s'attend, en tout cas en 2022 et début 2023, à une nette remontée des taux. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, déjà un petit peu pour calmer le jeu sur le coût du crédit pour les entrepreneurs. Merci. J'arrive avant de passer la parole à Laurent Barthélémy. Rappelez que donc, les sondages vont commencer à être publiés. Donc, on vous invite à vous rendre en bas de l'écran, à droite, un sondage et de poursuivre vos questions dans l'onglet questions. Ne pas les poser dans chat, puisque donc, on a une visibilité sur les questions. Laurent Barthélémy, donc pour le secteur des CHR D, justement, voilà, il y a le D. Je t'en prie, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Oui, M. Frédéric indiquait une sortie de crise. Malheureusement, on espérait sortir de la crise, mais malheureusement, je pense qu'on est en train de retomber dans cette crise-là aujourd'hui, à commencer directement par les discothèques dès les premières annonces, mais il est clair que dès lors que le président de la République a parlé, et derrière que les consignes ont été données, notamment à la ministre du Travail, de pouvoir arrêter les fêtes de fin d'année d'entreprise, et vous l'avez dit, reprendre au maximum le télétravail. Alors, si on peut comprendre que d'un point de vue sanitaire, les choses n'avancent pas aussi bien que l'on voudrait ou ne s'arrangent pas aussi bien ou s'aggraveraient de l'autre côté, au regard de cela, il faut comprendre quand même que les entreprises, même si elles ne sont pas fermées, ont et subissent aujourd'hui des baisses de chiffre d'affaires dramatiques. Et on retombe sur des entreprises qui ont perdu quasiment entre 60 et 80% de chiffre d'affaires sur une dernière étude que l'on a menée la semaine dernière sur 5000 entreprises. Nous avons 75% d'entreprises qui ont perdu du chiffre d'affaires. Donc on est vraiment sur un moment et un point dur. Donc on a des demandes qui sont très claires aujourd'hui au niveau de l'État, qui sont d'une part le rétablissement du fonds d'urgence de solidarité, le fonds de solidarité de toute urgence. Le retour de l'activité partielle Covid-19, alors même si elle est revenue et elle revient pour les entreprises fermées comme les discothèques, il convient aujourd'hui que pour toutes les entreprises, alors du secteur HCR évidemment, mais également tout l'événementiel qui va avec, parce qu'il faut voir que tout l'événementiel s'arrête également. L'exonération des charges telles qu'elles étaient fixées au départ. L'aide des coûts fixes simplifiés, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même ce sujet des coûts fixes et le dispositif qui existait, mais avec un seuil minimum, avec des dossiers quand même, et le mois de référence qui serait a priori 2019, mais on n'a pas encore de certitude sur le sujet, et une accélération des suivis de dossiers en cours et du traitement
ou des dossiers refusés. Ceci dit, il reste quand même aussi le PGE qui va arriver. Donc, j'aurai une question pour Monsieur Dupuis après. Donc, on a une vraie demande du report de remboursement des PGE avec un allongement de la durée sur la partie des PGE qui sont déjà pris en compte. Même si aujourd'hui, dans les entre guillemets aides, même si ce n'est pas une aide, mais c'est les choses qui pourraient être accordées, qu'on peut encore contracter des PGE à ce jour. Donc, c'est important, c'est aussi important de le savoir. Pour M. Dupuis, par rapport à la question, c'est à partir de quand et très clairement, doit-on aller voir son banquier pour aller commencer à parler. Alors, je sais que vous allez me dire qu'il faut parler tous les jours à son banquier ou toutes les semaines, aller le voir souvent et échanger avec lui. Mais voilà, que nos interlocuteurs là, et les personnes qui nous écoutent puissent se dire, voilà, ma date anniversaire du PGE, c'est telle date, je dois aller le voir avant. Qu'est-ce que je dois demander et dans quelles conditions ça va se passer. Donc voilà un petit peu pour tous pour les demandes que nous avons, mais réellement on a besoin des dispositifs qui sont ceux qui étaient en pleine période de crise, parce que notre secteur d'activité actuellement retourne et va retourner dans une période de crise. Et vous allez voir, Monsieur Prédé, j'ai une question très pratico-pratique parce qu'on nous le demande tous les jours. Il y a le sujet du réveillon du 31 décembre. Si on fait pas les achats aujourd'hui pour que les réveillons se passent bien dans les restaurants pour le 31 décembre, on va vers des augmentations de tarifs, de coûts de matières premières. Déjà que toute la partie pêche avec la problématique des pêcheurs anglais, et ça représente une augmentation non négligeable. Est-ce que je suis restaurateur? Est-ce que demain matin je dois aller acheter et faire mes provisions pour mon repas du 31 décembre, ou est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'au lendemain de Noël, il y aura un couvre-feu où il peut y avoir ce genre de risque qui ferait que, on a vu, vous avez évoqué la situation dans les pays européens, on a vu qu'aux Pays-Bas, ils ont tout refermé du jour au lendemain ou mis un couvre-feu du jour au lendemain. Pareil en Irlande. Donc, ce sont des vraies questions pratico-pratiques que les uns et les autres se posent. Et enfin, une question également aussi pour cette question du 31 décembre. Vous savez que toutes les salles communales et les salles de spectacle et les salles de réception ne sont pas entachées par l'interdiction et par le décret. Donc, ça veut dire que potentiellement, nos traiteurs peuvent fonctionner, peuvent travailler. Qu'en est-il des réelles indications données aux salles en général, mais aussi aux municipalités par les sous-préfets qui sont souvent en demande de pouvoir louer ces salles sur ces périodes données. Merci Laurent. Je crois qu'il y a une déconnexion. Ils vont se reconnecter, je crois. Ouais. Ah voilà. Ouais, voilà. Il y a une déconnexion, Monsieur Frédéric, je crois. Je me demande si c'est pas moi qui n'ai pas fait une mauvaise manie, parce qu'il y avait la question que je voulais forcer à fermer. Elle était affichée et je crois que c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Donc, je pense que Jean-Yves Dupuis aussi va se reconnecter. Alors, on va justement, sur toutes les questions que tu as posées, Laurent, je vais en profiter pour afficher justement donc les premières questions. Donc, une question donc de Bertrand Demier. Donc, bonjour, croyez-vous à un retour du chômage partiel version 1 autre que la PLD avec les mêmes niveaux de prise en charge? Alors, est-ce que justement, Monsieur Frédéric, vous pouvez donner les différences en fait d'intervention entre le chômage partiel comme on l'a connu lors de la crise sanitaire et ensuite la PLD qui s'est déroulée d'ailleurs en parallèle à un moment donné? C'est ça. Alors, peut-être, donc je ne répondrai pas forcément sur la question du 31 décembre. Hein, qu'a posé M. Barthélémy. C'est vraiment des sujets en comité de défense et des réunions régulières. Je pense que le niveau national est mieux outillé que moi-même. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a une certaine crainte dans la population qui fait que même sans rien changer, on peut malheureusement craindre qu'il y ait moins de monde
dans les restaurants entre Noël et Nouvel An, mais c'est pas voilà. Mais après, honnêtement, je pourrais pas vous dire maintenant quelles sont les réflexions en cours. Je crois que tout est fait pour éviter justement au maximum d'aller vers des mesures contraignantes, mais bon, personne ne sait ce que l'évolution d'Omicron peut donner. Simplement, ce qu'on constate, c'est que les régions, donc l'Ouest est plutôt en stabilisation de taux d'incidence, mais parce que l'Omicron n'est pas encore tellement présent, alors que la partie Est du pays, là, ça va très vite. Hein, voilà. Alors, peut-être pour être clair, sur le chômage, l'activité partielle, donc, parce que je réponds en même temps à des questions, parce que j'ai essayé de répondre, je n'ai pas réussi à. Donc, évidemment que donc, depuis septembre, il y a deux situations. Donc, soit la situation le droit commun, ça veut dire que l'employeur prend en charge 40%, hein, le reste à charge, c'est 40% de l'allocation versée aux salariés. Donc, ça, c'est pour l'employeur. Donc là, alors que les mois précédents, on était sur des systèmes beaucoup plus favorables, hein, mais septembre, voilà. Alors, les exceptions, c'est quand soit il y a une fermeture administrative, donc c'est ce qui est le cas maintenant pour les discothèques, ou alors également pour les secteurs, donc c'est les fameux secteurs S1 et S1 bis, donc il y a une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80%. Donc ça, il y a un décret qui va modifier ce seuil de 80, il va passer à 65%. Hein, donc ça, c'est une première chose. Donc ça, l'idée, c'est que ça concerne plus d'entreprises. Et ça fonctionnera jusqu'à la fin janvier pour l'instant. Mais vous savez que les décrets, ça change tous les jours. Donc évidemment que si on est en pleine aggravation de la crise fin janvier, on peut penser que ça va perdurer. Hein. Donc ça, c'est pour le système de chômage partiel classique. Donc prise en charge intégrale. Alors quand on dit 100%, en fait, c'est 100% des 70% qui sont versés aux salariés. On est d'accord. Alors l'APLD, donc allocation partielle de longue durée, donc là c'est quelque chose qui est plus sur la durée qui est plus favorable, parce que là on reste sur un reste à charge. Je vérifie quand même dans ma fiche. Le reste à charge pour l'entreprise est plus faible, parce que c'est 60% qui est versé à l'employeur, donc et l'allocation est de 70%. Hein, donc le reste à charge est beaucoup plus faible pour l'APLD, sauf que c'est un peu plus contraignant. Enfin, l'APLD, c'est comme son nom l'indique, c'est 6 mois, entre 6 mois et 24 mois. Il faut une baisse globale sur la durée de 40% maximum du temps de travail, ça peut être porté à 50%. Et il faut se raccrocher à un accord de branche ou étendu, etc. Donc c'est un peu ça la difficulté. Mais il y a des moyens, si vous voulez, il y a des moyens, notamment par un référendum des salariés. Enfin, je veux dire, on peut y arriver. Hein. Il y a tout un outillage qui permet même à des TPE de mettre en place, si elles le souhaitent, de la PLD. Hein. Donc la PLD, encore une fois, on constate que c'est très marqué industrie pour l'instant, mais on a quand même 5 à 10% de dossiers d'autres secteurs, des services notamment. Donc ce n'est pas quelque chose qui est totalement impossible. Bon, il est clair que là, avec l'espoir qu'on avait d'un retour à la normale, la PLD a peut-être baissé un petit peu d'intérêt, mais là, peut-être il va en reprendre, parce qu'on voit bien que les choses semblent quand même compliquées, au moins jusqu'en, je sais pas, mars-avril, enfin, jusqu'à ce que les températures se réchauffent. Donc la PLD reste quand même une solution tout à fait intéressante. Ce qu'on n'a pas, on n'a pas évoqué aussi l'aide, le FNE formation, FNE entreprise, qui maintenant a été très très fortement assoupli, hein, dans les textes. Donc c'est votre OPCO qui est maintenant totalement en charge de ça. Ce qu'on constate, hein, c'est que formation, le FNE formation, c'est quand même pour la moitié des formations, c'est très lié aux mesures de prévention Covid. Et on a que un tiers des situations dans lesquelles ce sont des formations qui préparent à une polyvalence ou qui préparent à une meilleure prise en main du métier, ce qui est peut-être dommage. Donc, n'hésitez pas quand même à recourir à ce FNE formation. Hein. Je crois que c'est un peu le message. Par rapport au montant qui était prévu, on est assez largement en dessous. Hein. On doit être autour de 15 millions à peu près par an pour la région, ce qui est pas énorme. Et autour en nombre de salariés concernés, si je prends les chiffres de cette année, on est à 12 000 bénéficiaires.
pour 1300 entreprises. Donc, il y a de la marge. On sait que ce n'est pas forcément la préoccupation du moment, la formation. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Ça permet quand même, donc ça s'adresse aux salariés, même s'ils sont en chômage partiel, même s'ils sont en APLD, même s'ils sont en activité. Donc, je crois que c'est quelque chose qui gagne peut-être à être mieux connu. Donc là, ce sont les OPCO, vos OPCO qui peuvent aider les entreprises à monter ces dossiers-là. Merci, M. Frédéric. Alors justement, sur la partie, je regardais le sondage sur le… Alors, je pense que c'est une mauvaise connaissance aussi des deux différents dispositifs et de leurs différences. Et sur la PLD, donc, utilisez-vous actuellement la PLD, activité partielle de longue durée? Non à 92%. Souhaiteriez-vous réapparaître le dispositif chômage partiel comme vous l'avez connu sur les premières vagues de l'épidémie? Donc oui à 86%. Vous disiez, M. Frédéric, donc le FNE fonctionne avec les deux formes d'activité partielle. La grande différenciation donc, sur la PLD, c'est qu'il y a une activité à hauteur de 40 ou de 50%. Mais pour ceux qui ont une activité qui est bien plus basse que ça, c'est-à-dire qui ont des dégâts collatérales, on va dire, à la réduction d'activité de restaurants ou d'événementiel, donc ils peuvent tomber à 60% de moins d'activité. Quel type d'activité partielle ils vont activer, eux, dans ces cas-là? Dans ce cas-là, je pense que dès l'instant, il rentre dans la catégorie des entreprises. Alors, c'est 65, ça va passer à 65%, donc ça peut quand même en concerner un plus grand nombre. Dans ce cas-là, il vaut mieux opter pour l'activité partielle classique. Sachant que, alors l'APLD, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 30-40%, c'est une moyenne sur la durée choisie. Donc, si l'entreprise part sur 6 mois, même 12 mois, on peut imaginer qu'il y ait 3 mois vraiment à très basse activité, ou parfois même 0 activité, et des mois d'activité complète. On peut quand même espérer qu'après le mois d'avril, les choses iront quand même, enfin, on le sait bien, il y a cet aspect saisonnier. Donc, bon, c'est peut-être un calcul à faire. Donc, l'APLD n'est pas forcément à exclure, même s'il y a 2-3 mois, si on s'attend à 2-3 mois de forte baisse. Parce que le taux de prise en charge, là, est quand même garanti. Alors, bon, ça oblige à jongler un peu plus, mais c'est un système qui est quand même assez souple, je trouve, la PLD. Bon, le seul sujet, c'est de trouver l'accroche par rapport à un accord de branche étendu, et ça demande un suivi RH peut-être un peu plus complexe, malgré tout. D'accord, merci. Alors, Jean-Yves Dupuis, celle-ci est pour vous. Bonjour, est-ce que la durée de remboursement des PGE va être allongée, comme l'Allemagne l'a fait, 10 ans versus 6 ans chez nous? Oui, alors d'abord, on peut comparer les différentes aides des différents pays, mais le PGE n'existe pas en Allemagne. Il y a différentes interventions. Peut-être rappeler d'abord que le PGE a concerné plus de 30% des entreprises et beaucoup plus, pratiquement les 2/3 des PME et des TPE. Donc, effectivement, 142 ou 3 milliards distribués par le PGE et pas loin de 700 000 entreprises. Et en Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, on peut s'enorgueillir d'avoir distribué pas loin de 10 milliards de PGE pour pratiquement 70 000 entreprises, ce qui fait qu'on a vraiment surpondéré dans notre région le recours au PGE, ce qui veut dire que ça a plutôt bien marché quand même entre banquiers et chefs d'entreprise. Alors évidemment, avec un taux de refus à 2,9%, pardon, c'est une statistique et c'est vrai que c'est insupportable pour le chef d'entreprise qui, lui, n'a pas pu obtenir son PGE, quelle que soit la stade globale. Mais globalement, on peut considérer que ça a plutôt bien marché. Dans les dispositions qui vont être mises en œuvre, donc ça a été dit par Laurent, le PGE sera prolongé. On pourra en souscrire jusqu'à juin 2022. Alors je sais que tous les décrets sont pas sortis, donc je sais qu'au niveau de mes confrères banquiers, ils ont des contacts avec des chefs d'entreprise qui se disent mais moi j'y crois pas, le truc est pas sorti, il faut mon PGE avant la fin de l'année. Là, il faut se tranquilliser, même si les décrets sont pas tous frappés du bon sceau de l'État. On peut faire confiance dans le fait qu'effectivement, on pourra aller jusqu'en juin 2022. Et d'ailleurs, en ce moment, moi, je constate dans les différents réseaux, c'est pas non plus la loi des grands nombres, mais quand même des demandes de nouveaux PGE un peu, et puis un petit peu plus des demandes de compléments de PGE pour atteindre le 25% du chiffre d'affaires référence, quoi. Mais là encore une fois, on est très très loin des mois d'avril, mai, juin 2020.
Va-t-on vers un allongement de la durée du PGE? Je pense que non. En tout cas, pour l'instant, il faut que vous sachiez que l'État français n'a pas les coups des franges sur ce sujet-là. Hein. Il y a Bruxelles et la BCE qui observent de très très près ce produit, cette aide apportée aux entreprises. Et pour l'instant, il y a vraiment strictement aucun signe qui permettrait d'imaginer que ça aille au-delà des 6 ans globalement. Alors, ces 6 ans qui peuvent se décliner de différentes façons. On avait déjà dit que la première année pouvait être une année blanche, donc sans remboursement. C'est ce qu'ont fait pratiquement toutes les entreprises. Et puis, c'était à l'automne 2020, on a ajouté le fait que dans la deuxième année, les entrepreneurs pouvaient ne rembourser que les intérêts et le coût de la garantie de l'État, et donc ne pas rembourser le capital. Ce qui fait quand même déjà pratiquement, donc modulo les intérêts, on pourra en reparler d'ailleurs, une deuxième année de franchise, ce qui est plutôt pas mal, quoi. C'est-à-dire un an blanc plus 5 ans de remboursement amorti, ou une deuxième année pratiquement blanche et un remboursement ensuite sur 4 ans. Voilà. Est-ce que ça ira jusqu'à 8 ans ou au-delà? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais encore une fois, c'est une question qui se discute entre les banques centrales et l'État français. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Bah oui, quand parler avec son banquier, oui, effectivement, le plus fréquemment possible, mais sinon, un petit mois avant la date anniversaire du PGE, ils ont été pour beaucoup distribués entre les mois d'avril et juin, donc là, il faut commencer à s'en préoccuper au printemps. Et effectivement, donc il y a des échanges de courriers pour vraiment que le chef d'entreprise stipule quel est le mode de remboursement qu'il imagine pour son PGE. J'avais d'ailleurs peut-être quelques statistiques à vous donner si je les retrouve, mais je crois que c'est 16% seulement des entrepreneurs ont décidé de rembourser tout à l'issue de la première année. Donc le solde, 84% décident d'étaler dans le temps, et ça me paraît tout à fait raisonnable. Et il y a à peu près, dans ceux qui vont amortir, les 2/3 ont pris l'année supplémentaire, hein, en ne remboursant que les intérêts et que la garantie de l'État, et donc en gardant le remboursement du capital sur seulement 4 ans. Voilà. Et puis, en revanche, pour ceux qui ont choisi l'amortissement, vraiment à 80% des cas, c'est l'amortissement maximum qui a été choisi. Donc voilà, donc un étalement de ce remboursement sur la plus longue durée possible. Donc on voit bien qu'on a des chefs d'entreprise qui sont prudents, qui voient bien qu'il y a une nouvelle vague, qui voient bien que la seule sortie possible, c'est évidemment les aides de l'État, mais surtout la reprise du chiffre d'affaires. Et il y a bon nombre de secteurs qui voient encore leur chiffre d'affaires, effectivement, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il avait repris le niveau de 2019, c'est vrai au niveau global, c'est pas vrai au niveau de certains secteurs, et nombre d'entre eux ont été cités d'ores et déjà. Mais voilà un petit peu ce qui peut se passer sur le front du PGE. Stabilité des taux, je peux y revenir si vous le voulez, et puis probablement pas d'aménagement en termes de durée de remboursement. Merci Jean-Yves. Alors, on reviendra sur la stabilité des taux. Alors, oui, les chefs d'entreprise ont été prudents, mais ils sont inquiets également. On le voit sur le sondage. Ils sont prudents parce qu'effectivement, 73% n'ont pas encore commencé à rembourser leur PGE. Donc, ils ont fait le 2+4, en fait, hein, de ce qu'on peut imaginer. Et ils sont inquiets parce qu'effectivement, ils disent à 53%, alors 53-47, mais à 53% qu'ils ne pensent pas être en capacité, aux échéances arrivantes, de rembourser leur PGE au regard du contexte actuel, bien sûr. On va donc… Une question, Frédéric. Oui, vas-y, Laurent. Pour M. Pédéris, le ministre Le Maire nous a annoncé des conseillers départementaux liés aux difficultés que l'on pourrait rencontrer avec certains organismes bancaires par rapport au PGE. Est-ce qu'ils sont d'ores et déjà mis en place, premièrement, et est-ce qu'il y a un process facilité pour avoir contact avec ces conseillers départementaux, ou est-ce qu'il y a seulement un numéro de téléphone dédié? Là, j'avoue que peut-être que M. Dupuis sera mieux placé que moi. Alors, il y a des médiateurs, hein, du crédit, hein, mais qui existent déjà.
J'avais pas l'information sur des relais départementaux. C'est un point qu'il faudra qu'on vérifie à ce moment-là, mais sauf si M. Dupuis a peut-être une réponse. J'ai pas plus d'informations de mon côté, mais effectivement, le contact avec le ou les banquiers sur le sujet du PGE et du coup sur le sujet de l'ensemble des engagements, l'ensemble des crédits, ça me paraît essentiel. Et effectivement, quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans notre région, la médiation du crédit, si d'aventure on a un petit peu de mal à se faire entendre par un ou plusieurs de ces banquiers. Et là, pour le coup, les équipes de Denis Le Retou n'hésitent pas soit à m'appeler, soit à appeler directement les différents réseaux. Et on arrive toujours à se mettre très, très rapidement autour de la table et dans deux cas sur trois, à dégager une solution là où spontanément, peut-être l'un des banquiers ne voyait pas d'angle de tir, quoi. Donc voilà, c'est le conseil que je peux donner. Et j'avoue que je n'ai pas d'autres numéros ou d'autres conseils que cela à donner. Merci. Alors, pour illustrer mes propos, je passe aussi, c'est des questions et puis plus des témoignages aussi de chefs d'entreprise. Je rappelle que notre rendez-vous est un rendez-vous de chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. Nous prenons que des annulations suite au discours de M. Macron, en gros 150 couverts. Laurent Barthélémy en parlait et on a des entreprises qui ont encore plus d'annulations de couverts. Nous ne sommes pas aidés pour retrouver notre rythme de croisière. Nous allons devoir rembourser le PGE avec un chiffre d'affaires plus faible. Comment aborder les choses et l'avenir avec sérénité, puisque les premiers remboursements de PGE devraient arriver dans le premier trimestre 2022, normalement, si on fait des calculs. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le gros des PGE octroyés. Voilà, que répondre à Alain Serre, en tout cas pour le rassurer, prendre contact avec sa banque, commencer à discuter, à faire part de ses difficultés. Que doit-il faire ? Oui, mais comme on le ferait pour on met en évidence le PGE, mais comme on doit le faire pour l'ensemble de ces crédits court terme ou crédits d'investissement que l'on a auprès des banquiers. Mais ça c'est vraiment important d'en parler le plus vite possible, de façon à ce que éventuellement on puisse, je dirais, rééchelonner peut-être un certain nombre de crédits. Alors le PGE lui se rééchelonne pas effectivement parce que là c'est pas un produit français, c'est pas un produit bancaire, hein, c'est un produit qui a été estampillé Europe, mais il y a peut-être d'autres types de crédits qu'on peut peut-être rééchelonner pour alléger une trésorerie effectivement qui est pas boostée par l'absence de chiffre d'affaires, quoi. C'est évident. Après, moi je suis là aussi, pardon, même si ça peut agacer un peu, pour redire que le fantasme du non-remboursement du PGE restera probablement un fantasme et que un crédit c'est basé sur la confiance et que la confiance ça suppose qu'on rembourse ses crédits aussi, quoi. Donc rééchelonnement, c'est pratiquement le seul, je dirais, le seul angle d'attaque possible en attendant qu'effectivement le chiffre d'affaires puisse enfin se renforcer. Alors, dans bon nombre de secteurs économiques, c'est plutôt pas mal reparti. C'est vrai que sur le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, c'est encore problématique. D'accord. Vous confirmez donc qu'il n'y a pas de… Monsieur Dupuis, vous avez vu que on n'a pas demandé l'annulation. On tient à notre relation de confiance avec la banque et inversement, mais très clairement la demande est vraiment de pouvoir étaler et on voit très bien que aujourd'hui on ne sait pas de quoi va être fait demain et on ne sait pas de quoi va être fait notre chiffre d'affaires. Donc très très clairement il faut que alors c'est des discussions qui ont lieu, on en parle aujourd'hui ici, mais qui ont lieu au niveau de l'État, et il faut qu'on puisse avoir des réponses courant janvier ou courant février, avant effectivement que les premiers plans de remboursement soient mis en place. Et notamment, il y a une question cruciale qui est en cours de débat, hein, c'est justement en cas de grande difficulté d'une entreprise, est-ce qu'on peut rééchelonner? C'est pour ça que je disais rééchelonner tous les autres crédits, parce qu'aujourd'hui, si on rééchelonne un PGE, les banquiers aujourd'hui n'ont pas la certitude de ne pas perdre la garantie de l'État. Vous savez que le PGE, il est porté à 90% par l'État et à 10% par le banquier. Si jamais le banquier commet une erreur et rééchelonne un crédit qui n'aurait pas dû l'être, hein, le PGE, il peut être amené à supporter 100% du risque.
Et évidemment, là où le PGE fonctionne au niveau de l'État français, ça pourrait ne plus du tout fonctionner si d'aventure c'est le secteur bancaire qui devait prendre 100% du risque sur les 140 milliards octroyés, quoi. Ça change la donne, hein, passer de 14 à 140 milliards. Donc, c'est vraiment une question importante. Est-ce que, en cas de grande difficulté d'une entreprise, on peut rééchelonner un PGE? Pour l'instant, la réponse c'est clairement non. Donc, l'angle d'attaque des banquiers, c'est tout le reste. Tous les autres types de crédits en coopération avec le chef d'entreprise en difficulté. Alors, vous avez peut-être répondu à la question que portait Arnaud Delattre. Le PGE pourra-t-il être transformé en prêt long terme pour investir sur une seconde activité? Je crois avoir lu que oui pour les ETI, mais pas pour les PME. Oui, alors sur les ETI, j'avoue que je suis pas complètement clair sur les PME. Pour l'instant, moi, la réponse que j'ai à donner, hein, et encore une fois, pardon, je peux donner l'impression d'être imprécis, mais ça se joue ailleurs. C'est plutôt non. C'est plutôt non. On change pas la nature du PGE, on change pas sa durée. Vous avez vu que parallèlement est sorti le prêt participatif de relance, qui lui a une durée beaucoup plus longue et d'ailleurs avec une période de franchise qui a priori va être portée de 4 à 6 ans, mais pour le coup, on passe pas d'un sujet à l'autre. Donc, il faudra probablement d'abord rembourser son PGE avant éventuellement d'avoir un autre type de crédit qui serait plus long. Mais sincèrement, à aujourd'hui, j'ai aucune connaissance d'un système qui permettrait de passer d'un PGE d'une telle durée à un PGE d'une autre durée et d'une transformation de son objet. Le PGE, c'était un pont de trésorerie. Il n'a pas été fabriqué pour venir, je dirais, faire du quasi-capital ou financer d'autres types d'investissements. Merci. Monsieur Aprédéris, les dépôts de dossiers FNE vont-ils se prolonger au-delà du 31/12/2021 au regard de la situation? Là, honnêtement, enfin bon, comme je le disais, donc le système a été moins utilisé qu'on ne le pensait. Donc après, c'est aux OPCO. Je ne sais pas s'il y a un OPCO présent, il pourrait être plus précis que moi, mais en tout cas, les formations pourront bien se dérouler l'année prochaine et pourront être prises en charge. Après, la question à quel moment le dossier doit-il être déposé, là, j'avoue que j'ai pas. Pour moi, on n'a pas d'alerte côté ministère pour une remise en question du dispositif l'année prochaine. Alors, vous savez que c'est un peu complexe parce qu'il y a eu des négociations avec l'Europe, Bruxelles, parce qu'il y a des maxima à ne pas dépasser. Donc, il y a des choses qui ont été négociées pour que les montants d'aide puissent aller jusqu'à un certain point, jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, ça, effectivement, est-ce que ça va être reconduit pour 2022? C'est pas sûr. Vous savez que c'est l'histoire des plafonds de minimis, enfin, du cumul d'aide qui est possible. Bon, en tout cas, des formations pourront se poursuivre l'année prochaine. Les budgets sont prévus là-dessus, mais sur les dates limites, alors après, je pense que chaque OPCO a peut-être sa méthode et son calendrier, éventuellement. Hein. Donc ça, vous savez qu'il y a 11 OPCO. Maintenant, c'est totalement entre leurs mains. De toute manière, pour le FNE Formation, notre interlocuteur pour les entreprises est son OPCO, vous le confirmez? Voilà, c'est vraiment l'OPCO, hein, parce que ce qui n'était pas le cas au départ, mais maintenant, le financement a été centralisé et donc les financements sont répercutés sur les OPCO. Donc, c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre, hein, qui valident les plans, qui remboursent, etc. Donc, vraiment, le message, c'est rapprochez-vous de votre OPCO là-dessus. Très bien. Si je peux dire un mot pour Acto, comme ça je vais parler avec l'étiquette Acto, mais les dossiers, il faut savoir que sur la partie nationale, Acto a dépensé l'intégralité de l'enveloppe qui lui était adossée par l'État. 72 millions d'euros à compter du 9 septembre. Donc, entre le 9 septembre et le 31 décembre, tous les fonds ont été engagés. Donc, oui, il y a eu du monde qui est parti en formation, beaucoup de salariés qui sont partis en formation. Bien évidemment, les budgets reviennent à zéro au 1er janvier. Donc, que ça soit sur des fonds de plan de développement des compétences ou sur le FNE, il y a des fonds en ce début d'année, bien évidemment, l'OPCO est l'interlocuteur ou l'organisme de formation, puisque les organismes de formation connaissent aussi très bien le système de financement et même si c'est pas toujours simple d'avoir son OPCO au téléphone, l'organisme de formation a une aide au remplissage des dossiers. Donc,
Mais bon, vraiment le message positif par rapport à ça, parce qu'il faut quand même dans ce monde-là aujourd'hui avoir quand même un message positif, c'est que profiter de ce moment-là pour former des salariés, acquérir de nouvelles compétences, c'est quand même quelque chose d'important. Je crois que c'est au regard des montants qui ont été dépensés ces derniers mois pour la formation des salariés, beaucoup d'entreprises ont pris pour elles ce chemin-là, et tant mieux. Mais il faut que ça continue. Et la demande des branches. Alors au-delà des OPCO, il y a quand même les branches professionnelles derrière qui suivent la ligne de conduite et la ligne politique des branches. Donc c'est important aussi de pouvoir dire et de s'inscrire dans ce que la ligne politique de la branche peut donner. C'est d'aller chercher au regard des fonds qui sont aujourd'hui alloués, peut-être demain d'autres fonds à compter du mois d'avril, mais il faut vraiment qu'on puisse mobiliser l'intégralité, et je ne doute pas que l'intégralité du FNE d'ici le mois d'avril sera mobilisée, d'autant qu'il a été ouvert aux entreprises de plus de 300 salariés et qui va directement avec la règle des minimi sur la partie ouverte par l'Europe, où les entreprises qui ont eu des aides plus importantes en chiffres, et pas forcément en pourcentage, mais en chiffres, puissent aller chercher également du FNE formation pour leurs salariés. Et en ce qui concerne Acto, le conseil d'administration la semaine dernière a validé et validera le 26 janvier prochain qu'une grosse partie du FNE soit dirigée vers les entreprises de plus de 50 salariés, puisqu'il y a des fonds sur les entreprises de moins de 50 salariés qui sont réglementaires et légales. Merci Laurent. Pour revenir, on va être dans les dernières questions, pour revenir sur l'activité partielle, pour repréciser peut-être Monsieur Aprédéris, donc période de référence prise en compte donc de l'activité partielle de janvier, de rappeler un petit peu le mécanisme de déclaration de l'activité partielle. Et puis il y avait une autre question également sur les décrets d'application de 2022 de l'activité partielle. J'ai vu passer. Est-ce que vous pouvez rapporter à l'ensemble des personnes des informations? Voilà, donc le principe, c'est toujours qu'il faut faire une demande d'indemnisation et après une demande de paiement, hein, donc c'est en 2 temps. Dans les premiers temps, les demandes pouvaient être faites pour une durée assez longue, 6 mois, etc. Maintenant, on est plutôt sur des demandes de 3 mois à chaque fois. Hein, donc, c'est que c'est assez complexe parfois pour prolonger une demande qui était déjà engagée. Alors, est-ce que le décret jusqu'à janvier? Oui. En tout cas, le principe a été décidé que jusqu'à la fin janvier, donc les secteurs S1 et S2 qui avaient une diminution de chiffre d'affaires, donc d'au moins 65%, pourraient bénéficier donc du système à 100%. Maintenant, celles qui ont un chiffre d'affaires qui baisse moins que ça, elles seront tenues elles seront soumises au droit commun, donc avec un reste à charge de 40%, hein, comme je l'ai indiqué. Donc, c'est pas le système, on ne revient pas du 100% dans tous les cas. Hein, on y revient simplement pour les discothèques et pour les secteurs S1 et S1 bis et des entreprises qui ont une baisse importante du chiffre d'affaires. Alors, sur la période de référence, j'avoue que je ne comprends pas bien la question sur janvier. Sachant que le délai, encore une fois, on a bien vu, hein, les décrets chômage partiel, ils interviennent très, très régulièrement et ils s'adaptent vraiment à l'évolution de la situation. Donc ça pourra très, très bien aller au-delà de janvier. Je pense même, je crains que la situation ne s'améliore pas. Donc forcément, sur le plan sanitaire, donc fin janvier, il y a de fortes chances que ce délai-là soit reporté, évidemment. Hein, mais là-dessus, je pense que sur les informations vraiment précises, je pense que là aussi, ce sont les DETS, hein, désormais, qui, donc au niveau départemental, donc direction départementale, emploi, travail et solidarité, qui sont vraiment en mesure de répondre à vos questions, surtout si l'entreprise avait déjà un dossier qui était engagé. Hein, on n'est plus dans le gros flux qu'on a connu, heureusement, en 2020. Donc les services sont en mesure de vous répondre ou de recevoir sur rendez-vous les entreprises qu'ils souhaitent. Hein, mais on voit bien qu'il y a une problématique là, HCR, donc hôtel, café, restaurant, qui
qui va se reposer. Alors, la question du fonds de solidarité, alors j'ai pas hein, c'est un sujet qui est d'Airfitch, donc je n'ai pas de ma compétence, mais en tout cas, le choix qui avait été fait, c'était de dire bon, on arrête le fonds de solidarité et ce qui remplace, donc c'est le dispositif des coûts fixes là. Bon, mais ça c'était dans un contexte donné. Maintenant, le contexte évoluant, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Mais encore une fois, ce sont des décisions qui se prendront au niveau national. Alors, en tout cas, les choses dont on est sûr pour l'instant, c'est que pour l'activité partielle, donc on est à peu près calé jusqu'à la fin janvier 2022, mais avec de fortes chances que ce délai soit rallongé, évidemment. Très bien, merci. Alors, j'avais une question que j'avais vue sur... ça va peut-être être notre dernière question. Je l'ai perdue. Alors, oui, on a une question sur les URSSAF. Alors, on verra à conduire en début d'année peut-être un échange en invitant effectivement les URSSAF, puisque donc, la question était les demandes de remise de cotisation patronale URSSAF suite à des baisses de CA importantes en 2020 ne sont toujours pas traitées par les URSSAF. Les demandes ont été envoyées en mai 2021. Voilà, bon, ça, je vois cette question qui a quelques votes qui apparaît. Ça sera l'occasion d'organiser en début d'année un échange sous ce format avec les services des URSSAF, notamment pour la fameuse dette sociale qui, pour certains, est déjà en cours de remboursement. On va commencer en remboursement. Pour conclure, messieurs, peut-être votre sentiment sur la situation actuelle. Je vois un message qui a été posé au tout début sur les clauses de restriction qui arriveraient dans nos entreprises aujourd'hui et de voir comment les grandes surfaces sont bondées dans ces derniers jours de l'année. Voilà, vous faire réagir par rapport aux différentes casquettes que vous pouvez avoir, professionnelles, bancaires, État. Et ça sera votre mot de conclusion. Alors, on commence par qui? Allez, Jean-Yves Dupuis. Alors, on commence par les banques en premier. Waouh, c'est une sacrée question, Frédéric. Non, mais moi j'ai envie de dire que je suis encore une fois, et ça sera peut-être inaudible pour certains d'entre vous, mais globalement optimiste. En tout cas, jusqu'à présent, on a eu un taux de défaillance d'entreprise record, c'est-à-dire le plus faible possible, hein, pratiquement 26 000, encore en baisse cette année de 17%, et l'an dernier c'était une baisse de presque 30%. Donc effectivement, donc raisonnablement optimiste maintenant, et ça a été le cœur du sujet de cet après-midi, l'amortissement plus ou moins linéaire des aides, l'obligation de rembourser effectivement et de faire face à ces échéances, ça peut nous rendre plus ou moins pessimistes, mais écoutez, pour l'instant, les choses s'enclenchent plutôt bien, et j'ai le sentiment que, d'abord, moi, je suis fier d'être dans un pays qui a mis en place le PGE, qui a mis en place toutes les aides dont vous avez parlé cet après-midi, et je trouve que globalement, on a plutôt bien joué le jeu, et voilà. Et donc, si ça se tend encore avec une 5e ou une 6e vague, etc., ben, en tout cas, je vois qu'il y a quand même toutes les parties prenantes qui sont prêtes je dirais, à être au chevet des entrepreneurs. Donc moi, je voudrais terminer par une note plutôt optimiste, pas béate, mais plutôt optimiste quand même. Merci Jean-Yves Dupuis. Pascal Aprédéris, à vous pour le mot de la fin. Oui, oui, alors évidemment, hein, je comprends bien l'inquiétude, les angoisses de la profession, surtout de l'hôtellerie, café-restaurant, c'est quand même eux qui sont en première ligne. Maintenant, ce qu'on constate quand même, c'est que les pouvoirs publics, ils font vraiment tout pour éviter justement des mesures contraignantes. C'est un peu tout le débat qu'il y a autour du pass sanitaire ou vaccinal. On voit bien que la tentative qui est faite, c'est de limiter au maximum les cas graves, parce que c'est quand même ça le sujet. Hein. C'est en fait le vrai thermomètre de la situation. C'est pas tellement le nombre de cas, de taux d'incidence, etc. C'est la saturation ou non des urgences dans les hôpitaux. Bon, là, on voit qu'on est à peu près en Nouvelle-Aquitaine autour de 50%, hein, on a un taux de saturation de 50%. Bon, donc pour l'instant, par rapport à la même période de l'année dernière, on est plutôt en bonne situation, mais encore une fois, le côté tout à fait imprévisible auquel on commence à être habitué, hein, on sait bien que gérer à 15 jours, c'est forcément compliqué pour tout le monde, mais on est un peu dans
dans cette position-là de devoir naviguer à vue avec une visibilité à 15 jours. Donc, moi, ce qui est certain, c'est que janvier, en tout cas, le télétravail sera largement préconisé, voire plus. Et je pense que les pouvoirs publics vont essayer de limiter, en tout cas, de ne pas recourir à des fermetures administratives ou à des couvre-feux, etc. Maintenant, tout ça est évidemment fonction de l'embolisation ou pas du système de santé. C'est pour ça que il y a vraiment une course de vitesse qui est engagée en ce moment. Plus il y a de personnes vaccinées et moins il y a de risques, y compris troisième dose, et moins il y a de risques qu'il y ait une embolisation des services d'urgence. C'est vraiment ça. On peut tourner ça dans tous les sens, mais on en est rendu à ça. Ce que je dois dire quand même, c'est qu'on a bien vu depuis maintenant depuis mars 2020 que les pouvoirs publics savaient adapter les outils à l'évolution de façon très fine. Donc je pense qu'il faut que les professionnels gardent un peu cette confiance en disant qu'on saura s'adapter, on saura trouver des solutions, même si parfois il y a un petit délai, mais je crois qu'on a quand même démontré une réactivité et une actualisation des outils pour répondre vraiment au plus près des problèmes. Donc, on est dans l'incertitude, on va le rester, c'est clair. Mais en même temps, je pense qu'on a un système global qui a fait ses preuves, ça a été dit, sur la santé des entreprises, etc., la vigueur de la reprise. Donc, ça a fait ses preuves et je pense qu'il faut garder confiance dans notre capacité à surmonter, y compris cette nouvelle vague. Merci Pascal Aprédéris pour ton mot de conclusion. Donc Laurent Barthélémy, donc je rappelle que sur cette initiative que l'UMI avait eue avec la CPME d'anticiper un petit peu ce qui se passait sur la 5e vague, de lancer ce webinaire donc il y a quelques semaines. Donc merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Peut-être que Laurent, tu peux faire une synthèse. Tu as vu passer toutes les questions. Tu évoquais tout à l'heure la question de la commande. Je vois qu'elle apparaît assez fortement sur les restaurateurs qui s'interrogent. Il faudrait nous dire exactement ce qu'il en est très très vite parce que nous, on a des commandes à faire. On voit que les données dans les sondages sont presque les mêmes que ce qu'on voyait l'année dernière sur le FNE, sur l'activité partielle, qui sont des questions de chef d'entreprise. Voilà, peut-être que tu peux nous faire un résumé et puis après, on clôturera en suivant. Oui, Frédéric, non, juste, c'est vraiment, enfin, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment des choses de bon sens. Je pense que si les services de l'État ne savent pas trop comment on va ensemble demain affronter cette crise-là, très clairement, il faut aussi on entende qu'au-delà de la fermeture, les difficultés sont là. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a décidé de fermer les discothèques et pas les autres que les autres sont pas en difficulté. Et c'est là le vrai sujet aujourd'hui. Et les vraies difficultés, quand j'ai posé la question très terre à terre tout à l'heure du 31 janvier, c'est qu'on voit pas au-delà du 31 janvier, donc du 31 décembre, pardon, du 31 décembre. C'est vraiment ces questions-là que l'on se pose au quotidien, et c'est de savoir comment on va faire vivre nos entreprises et payer nos salariés demain. Voilà, c'est uniquement ça. Et bien évidemment, et pour revenir à ce que M. Dupuis a dit tout à l'heure, bien évidemment que tout le monde prendra ses responsabilités, tout le monde remboursera dans la mesure du possible ses emprunts et ses engagements et son FNE. Mais il est bien évident qu'il faut aussi comprendre que quand même on aurait été aidé, on n'a pas choisi d'être fermé pendant 18 mois, très clairement. Les discothèques aujourd'hui, elles n'ont pas choisi d'être fermées aujourd'hui, et d'ailleurs elles ne comprennent toujours pas pourquoi elles sont fermées alors que les salles des fêtes sont ouvertes et qu'on peut faire n'importe quoi dans une salle des fêtes. Donc très clairement, enfin je veux dire, des sujets on peut en avoir, mais des incohérences, on sait que et on ne doute pas une seule seconde que l'État sera derrière nous encore une fois, mais maintenant il faut y aller parce que l'urgence c'est maintenant. Mais les incohérences, il faut encore faire quelque chose pour les incohérences parce que voilà, c'est au-delà d'être fermé ou d'être ouvert, il y a des gens, certaines entreprises ont le droit de travailler ou certains ont le droit de travailler et pas d'autres. Donc nous, on demande juste à vouloir travailler, c'est tout. Merci Laurent. Voilà, écoutez, on va clôturer ce webinaire. L'UMI et la CPME Nouvelle-Aquitaine et Gironde souhaitaient remercier la fidélité des services de l'État, toujours à nos côtés pour parler de ces sujets, donc Pascal Aprédéris de la DRETS,
Et puis Jean-Yves Dupuis pour le comité des fédérations bancaires françaises de Nouvelle-Aquitaine, d'être à nos côtés pour apporter toutes ces réponses à toutes ces chefs d'entreprise qui s'interrogent dans cette période. Voilà, on va clôturer. Nous souhaitons bien sûr néanmoins à tout le monde de très bonnes fêtes de Noël et nous nous retrouverons peut-être dans la nouvelle année 2022 pour de nouveaux questionnements de chefs d'entreprise. Merci à toutes et à tous et passez de très bonnes fêtes. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée et bonne fête.